La mémoire du corps contamine le musée. Je vais donner un exemple personnel. Je considère la poésie comme l'une des composantes les plus importantes de l'existence humaine. Pas tellement comme valeur, mais comme élément fonctionnel. Nous devrions prescrire la poésie comme on prescrit les vitamines. Félix Guattari, Sao Paulo, 1982. Le parcours artistique de Lygia Clark occupe une position singulière dans le courant de critique institutionnelle qui se développe au cours des années 1960 et 70. À l'époque, des artistes dans divers pays prennent pour cible de leur recherche le pouvoir institutionnel, ce qu'on appelle le système de l'art, dans la déterminisation de leurs œuvres. Des espaces qui leur sont assignés aux catégories à partir desquelles l'histoire officielle de l'art les qualifie, en passant par les moyens employés et les genres reconnus parmi tant d'autres éléments. Expliciter, problématiser et dépasser ce cadre étroit, c'est ce qui dès lors oriente la pratique artistique comme condition de sa force poétique. La vitalité proprement dite de l'œuvre, d'où émane son pouvoir d'interférence critique dans la réalité. Au Brésil, la critique de l'institution artistique se manifeste dès le début des années 1960 dans des pratiques particulièrement vigoureuses et s'intensifie au cours de la décennie au sein d'un mouvement contre-culture très large qui persistera même après 1964. Lorsqu'une dictature militaire s'installera dans le pays. Toutefois, à la fin de la décennie, le mouvement commence à s'essouffler en raison des blessures infligées aux forces de création par la recrudescence de la violence du régime, avec la promulgation de l'A15 en décembre 1968. Beaucoup d'artistes sont alors contraints à l'exil, soit parce qu'ils risquaient la prison, soit parce que simplement la situation était devenue intolérable. Tel fut le cas de Lygia Clark. À l'instar de tout traumatisme collectif de cette envergure, l'affaiblissement du pouvoir critique de la création dû au terrorisme d'État se poursuit encore une décennie. Au-delà du pouvoir critique, du retour de la démocratie dans les années 1980, lorsque le néolibéralisme gagne le pays. Excepté une effervescence culturelle de courte durée au sein du mouvement de lutte contre la dictature au début des années 1980, ce n'est que plus récemment que la force critique de l'art est à nouveau activée, à l'initiative d'une génération qui s'affirme dès la seconde moitié des années 1990, avec des questions et stratégies conçues en fonction des problèmes suscités par le nouveau régime, alors déjà pleinement établi. À l'exemple des pratiques semblables qui ont cours aujourd'hui un peu partout, l'une des caractéristiques des stratégies actuelles est la dérive extraterritoriale telle que Brian Holmes le signale. Dans le cas du Brésil et de plusieurs pays latino-américains, on privilégie dans cette dérive le lien avec les actions sociales et politiques. Par exemple, le mouvement Sans Toit du centre de la ville de Sao Paulo. Cela n'implique pas pour autant une désertion finale de l'institution artistique avec laquelle on entretient une relation sans préjugés, en une dynamique fluide de va-et-vient qui à chaque retour tend à injecter dans son corps souffrant des doses de force poétique qui déclenchent des micro-mouvements de déterritorialisation critique. Celle-ci constitue une caractéristique supplémentaire de ces pratiques qui, comme le suggère Holmes, les différencie des propositions marquées par la critique institutionnelle des années 1960 et 70. L'auteur qualifie cette dérive extradisciplinaire pour désigner ce qu'il circonscrit comme une troisième génération de critiques institutionnelles, afin de la distinguer des générations précédentes. La première, des années 1960 et 70, qu'il définit comme antidisciplinaire, et la seconde, de la fin des années 1980 et du début des années 90, qui d'après Holmes, conduit le courant de la décennie précédente à sa limite, révélant
impasse face à laquelle l'art se trouve confronté en orientant sa critique vers l'intérieur de l'institution elle-même. La tendance extradisciplinaire qui s'affirme dans les années 1990 constitue une réponse à cette impasse, aussi bien qu'aux questions posées dans le contexte du néolibéralisme, dont l'hégémonie internationale coïncide avec l'émergence de cette génération d'artistes. Mais en identifiant dans l'actualité la tendance extradisciplinaire, l'auteur envisage aussi de la distinguer des autres tendances présentes dans une partie de cette même génération, vers ce qu'il qualifie comme interdisciplinarité ou indiscipline. Par le premier terme, il désigne une dérive vers d'autres disciplines, celle-ci n'étant que discursive, recourant à une glamoureuse virtuosité afin de farcir un discours vide, dont résulte un pastiche entièrement dénué de critique. Ce genre de démarche est parfaitement dirigeable par le marché, puisque tout à fait conforme au goût de la demande d'esthétisation du nouveau régime. Par le second terme, l'auteur désigne dans certaines pratiques actuelles la présence d'une liberté d'expérimentation indisciplinée, apparemment semblable à celle des courants des années 60 et 70, mais dont la raison d'être est en fait l'adaptation à la flexibilité de demande de signes, caractéristique du système capitaliste contemporain. Dans ce contexte, comme nous le savons aujourd'hui, la connaissance et la création se sont muées en objets privilégiés d'instrumentalisation au service du marché, ce qui a conduit certains auteurs à qualifier le néolibéralisme globalisé de capitalisme cognitif ou culturel. L'artiste digère l'objet. En 1969, Lygia Clark écrit « Au moment même où il digère l'objet, l'artiste est digéré par la société qui lui a déjà trouvé un titre et une fonction bureaucratique. Il sera ingénieur des loisirs de l'avenir, activité qui n'affecte en rien l'équilibre des structures sociales. » Ce petit texte, en quelque sorte prophétique, est la preuve de la lucidité aiguë de l'artiste vis-à-vis des effets pervers du capitalisme culturel dans le champ de l'art. Déjà, en 1969, lorsque le nouveau régime se profilait à peine à l'horizon, alors qu'il ne s'installera de manière plus incisive qu'à partir de la fin des années 1970, les modalités de critique que Lygia met en action dans ses propositions au cours des 2 décennies suivantes ne trouveront un écho que 10 ans après sa mort, au sein d'un mouvement de dérive extradisciplinaire entrepris par la nouvelle génération d'artistes. Face à l'évidence de cette résonance, et par conséquent du support collectif qui désormais s'offrait au geste critique de l'artiste, lequel était par ailleurs en train de s'estomper en fonction de la forme que prenait l'assimilation récente de son œuvre par le marché, j'ai décidé de réaliser un projet de construction de mémoire autour de sa trajectoire. Développé entre 2002 et 2007, ce projet avait pour but de créer des conditions favorables à la réactivation de la puissance de son œuvre dans son retour au terrain institutionnel de l'art. Lygia Clark a entamé son périple en tant qu'artiste en 1947. Ses 13 premières années ont été consacrées à la peinture et à la sculpture. Mais déjà en 1963, avec Caminando, cheminant, sa recherche a subi un infléchissement radicalement novateur qui s'est avéré irréversible, se déplaçant vers la création de propositions qui dépendaient du processus qu'elle mobilisait dans le corps de ses participants comme condition de leur réalisation. Mais en quoi consistaient précisément ces propositions ? Les pratiques expérimentales de Lygia Clark sont généralement comprises comme des expériences multisensorielles, dont l'importance aurait été d'avoir surmonté la réduction de la recherche artistique au champ du regard. Cependant, si explorer l'ensemble des organes des sens était une question courante de l'époque, ce qu'effectivement Lygia Clark a entrepris, les œuvres de cet artiste sont allées plus loin. Le foyer de sa recherche constitue en une mobilisation de 2 capacités dont serait porteur chacun des sens. Je fais allusion aux capacités de perception et de sensation qui nous permettent d'appréhender l'altérité du monde, respectivement comme une carte de formes sur lesquelles nous projetons des représentations ou comme un diagramme de force qui affecte tous les sens dans leur
utilité. Les figures du sujet et objet n'existent que dans l'exercice de la première capacité du sensible. Cette capacité les suppose et les maintient dans un rapport d'extériorité mutuelle, tandis que dans l'exercice de la deuxième capacité, l'autre est une multiplicité plastique de forces qui pulse dans notre texture sensible, devenant ainsi une partie de nous-mêmes, dans une espèce de fusion. Deux modes d'appréhension de la réalité, irréductiblement paradoxaux dans leur logique, ainsi que dans leur dynamique. La tension du rapport entre ces deux capacités est ce qui convoque et donne impulsion à l'imagination créatrice, c'est-à-dire l'activité de la pensée, laquelle à son tour déclenche des devenirs de soi-même et du milieu dans deux directions singulières et non parallèles, impulsées par les effets de leur rencontre. Dès le début de son parcours, Lygia Clark, par son expérimentation artistique, a cherché à mobiliser chez les récepteurs de ses propositions l'appréhension vibratile du monde, ainsi que son paradoxe par rapport à la perception, visant l'affirmation de l'imagination créatrice que ce différentiel mettait en mouvement, et son effet transformateur. Le travail ne s'interrompait plus dans la finitude de la spatialité de l'objet, il se réalisait à présent comme temporalité dans une expérience dans laquelle l'objet se déchosifie pour redevenir un champ de force vive qui affecte le monde et sont affectés par lui, produisant un processus continu de différenciation. Celle-ci a été sa façon de résister à la tendance de l'institution artistique à neutraliser la force de la création par l'intermédiaire et la réification de son produit, en le réduisant à un objet fétichisé. L'artiste se fait à diriger l'objet. L'œuvre devient événement, action sur la réalité, transformation de celle-ci. Cette question était déjà présente dans les stratégies de Lygia Clark en peinture et en sculpture. Néanmoins, après 1963, l'œuvre en vient à ne plus pouvoir exister autrement que dans l'expérience de récepteur, hors de laquelle les objets se convertissent en une espèce de néant, résistant en principe à tout désir de fétichisation. L'avant-dernier pas a été accompli dans le travail avec ses étudiants en Sorbonne, où l'artiste a enseigné de 1972 à 1976. À ce moment déjà, elle choisit de s'exiler du territoire institutionnel et disciplinaire de l'art, émigrant à l'université, dans le contexte du Paris estudiantin post-68, où il devient possible d'introduire dans ses propositions l'altérité et le temps qui avaient été bannis du territoire de l'art. Il apparaît cependant ici que l'expérience que ces objets supposent et mobilisent comme condition de leur expressivité bute sur certaines barrières subjectives chez leurs récepteurs. Comme condition de leur expressivité, il apparaît cependant que l'expérience que ces objets supposent et mobilisent comme condition de leur expressivité bute sur certaines barrières subjectives chez leurs récepteurs. Celles-ci sont érigées par la fantasmatique inscrite dans la mémoire du corps, à la suite des traumas vécus dans le passé, dans des tentatives d'établir ce genre de rapport sensible avec le monde, lesquels auraient été inhibés du fait qu'elles n'ont pas trouvé de réverbération dans un entourage hostile à cette qualité de rapport avec l'altérité, ce qui peut s'aggraver dans les régimes de dictature où ce genre de rapport fait l'objet d'humiliation, d'interdiction ou de punition, comme dans le cas du Brésil des années 1960 à 70. Lygia Clark découvre alors que ce n'était pas du tout évident de rendre concrète l'une des questions centrales de sa recherche artistique, réactiver chez les récepteurs de ses créations cette qualité d'expérience esthétique. Je fais référence à la capacité des réflecteurs de se laisser affecter par les forces des objets créés par l'artiste et dans l'environnement dans lequel ceux-ci étaient vécus, mais surtout de se laisser affecter par extension par les forces de l'environnement, de leur existence, de tous les jours. C'est devant cette impasse que l'artiste crée la structuration du self, dernier geste de son œuvre, qui a lieu après son retour définitif
de Rio de Janeiro en 1976. Le nouveau foyer de recherche devenait la mémoire des traumas et de leurs fantasmes, dont la mobilisation cessait à présent d'être un simple effet collatéral de ces propositions, pour occuper proprement le certain meuble de son nouveau dispositif.